Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, ce matin, je vais vous parler du sujet de l'homosexualité selon mon point de vue. Je rappelle le contexte de cet audio. Cet audio se fait dans le contexte de l'étude d'une roue chamanique que l'on fait depuis janvier. Une roue chamanique, c'est quoi? C'est un enseignement amérindien qui nous présente l'énergie de la vie sous forme circulaire. Et là, c'est un enseignement amérindien des femmes amérindiennes pour les femmes qui nous présentent la circulation de la vie suivant les mois de l'année, la roue de l'année. Et chaque mois de l'année correspond à une qualité d'énergie particulière que nous étudions depuis janvier. Nous sommes donc en train d'étudier l'énergie du mois de juillet. Et l'énergie du mois de juillet, c'est le caractère sacré de l'amour. Donc on est en train d'étudier depuis ce mois de juillet toute la notion de l'amour, de la famille, du couple, de la sexualité, tout ça, un peu sous tous ces aspects, mais aussi sous ces aspects du coup, qu'est-ce que c'est que le caractère sacré de tout ça? Et pour en arriver là, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'est le caractère sacré de l'amour, il a fallu qu'on passe par janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc tout un tas d'étapes énergétiques pour pouvoir appréhender quelque chose du caractère sacré de l'amour, du couple, de la sexualité. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que je poste cet audio. C'est une audio bonus, c'est-à-dire on va un peu plus loin que ce que nous enseignent les contes amérindiens, puisque dans les contes amérindiens, il n'est pas parlé de LGBT, il n'est pas parlé d'homosexualité ni de transgenre. Euh, le prisme de mon regard, c'est de regarder aussi euh, le, cette roue sous le côté énergétique du masculin et du féminin, de comprendre comment on fonctionne dans nos deux polarités et qu'est-ce qui vient en nous faire souffrir quand on est en déséquilibre. Donc, évidemment, le mois de juillet nous parle de mariage alchimique de notre masculin et de notre féminin à l'intérieur de nous, et avec l'autre, et dans le couple au niveau sociétal, j'ai envie de dire au niveau cosmique. C'est ce que nous présente ce conte. Donc, on est là sur une notion assez complexe de l'être humain et de la rencontre sexuelle et la rencontre des différences. Et c'est avec ce regard-là que je vais vous inviter à me suivre pour qu'on parle du sujet de l'homosexualité. Alors, en plus de l'étude de cette roue chamanique, il se trouve que au niveau professionnel, je suis sexo-conjugothérapeute et je suis aussi thérapeute systémique et familiale. Et donc, ce sont des sujets que je traite aussi dans ma profession. Et je suis aussi guérisseuse. Ça veut dire quoi, guérisseuse? C'est-à-dire que je travaille sur les plans vibratoires et énergétiques pour comprendre, dans ce domaine complexe de l'être humain, où sont ces sources de souffrance, c'est-à-dire ces sources de déséquilibre, d'opposition, d'inversion, de blocage, pour pouvoir libérer tout ça, pour que la personne reprenne une fluidité de vie. Quand on reçoit quelqu'un au cabinet, on écoute. La première chose qu'on fait, c'est on écoute sa demande, comment il exprime son ou ses symptômes. Et une fois qu'on a entendu et reformulé et vérifié que la personne valide que c'est bien ce dont elle parle, ce qu'on a compris, on va investiguer. Alors je vous dis on, je dis je. Je ne sais pas comment font mes collègues. Je parle de moi. Dans mon côté thérapeute intégratif, c'est-à-dire que je vais toujours regarder, considérer que l'être humain est au centre de systèmes complexes et qu'il faut regarder tous ces systèmes complexes pour arriver à comprendre finalement sa souffrance. C'est quoi être au centre d'un système complexe? C'est-à-dire que quand on est dans un symptôme de souffrance, souvent c'est comme si on avait le nez dans le guidon et on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça, c'est quoi qui nous crée ça? C'est nos mécanismes de défense, de survie, donc à la fois hormonale et neurologique, qui fait que on a une vision des choses très étroite, qui est due au cortisol, et qu'on n'a pas la compréhension de l'ensemble. D'autre part, une fois qu'on est dans ce mécanisme-là, va se générer des formes de pensée, et puis petit à petit, une façon de se positionner dans le monde, une identité, et les personnes souffrantes chroniques prennent petit à petit une identité de souffrant chronique et se racontent tout un tas d'histoires en elles et autour d'elles qui génèrent tout ça,
c'est le foyer de leur souffrance, finalement, il est complexe. Quand on est neutre et qu'on est thérapeute et qu'on reçoit quelqu'un à son cabinet et qu'on prend une posture neutre, c'est-à-dire que la personne qui vient me voir au cabinet, excusez-moi, n'est ni mon frère, ni ma mère, ni ma soeur, ni mon neveu, ni ma nièce, ni mon enfant, ni mon mari, ni ma grand-mère, ni ma copine, ni mon voisin, en fait, quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas d'intérêt particulier, si ce n'est professionnel, c'est-à-dire de répondre à une demande et pour laquelle on me paye. On me paye pourquoi? Parce que j'ai des qualités professionnelles et je suis là donc pour me mettre au service de la personne avec mes qualités professionnelles. À partir du moment où on peut écouter quelqu'un avec empathie, compassion, mais de manière neutre, c'est-à-dire sans se dire dans notre tête des choses concernant la personne et ce qu'elle vit, on va pouvoir investiguer tous les systèmes dans lesquels elle est pour aller voir, diagnostiquer où sont les sources de déséquilibre, blocage, inversion, etc. Donc, les systèmes sont complexes. Il y a le système vibratoire qui va nous relier aussi à quelque chose souvent de cosmique, de karmique, lié à l'âme, lié à la vie, lié à d'où tu viens et où tu repartiras après ta mort, lié à quelles sont tes différentes expériences d'âme, qu'est-ce que tu viens faire sur Terre, quelles sont tes blessures vibratoires, tes blocages, tes clivages, tes infections vibratoires, si je puis dire ça comme ça. On appelle ça des possessions, du vampirisme, du parasitisme, etc. Est-ce que tu as un lien toxique au niveau vibratoire? Comment ça fonctionne dans tes espaces vibratoires? Et l'espace vibratoire, on va le retrouver à l'intérieur des cellules, dans le noyau des cellules. C'est l'espace quantique. C'est un espace qui détient tout un champ d'informations de la personne. C'est comme si on avait accès à son disque dur interne et on a accès à tout un tas d'informations. Donc ça, c'est l'espace vibratoire, c'est un petit peu aussi un peu l'espace sacré divin. Et donc voilà, on a développé certaines techniques qui nous permettent d'aller investiguer ça. J'ai envie de dire de manière relative, ce ne sont pas des valeurs absolues que l'on trouve puisqu'on est un être humain. Et donc, il faut toujours avoir une posture professionnelle d'écoute, comment ça résonne quand on parle chez notre patient et de faire attention à ne pas aller dans ces espaces-là de manière amateur parce qu'on peut faire des dégâts. Donc là, je parle bien d'une posture professionnelle. Donc on va investiguer ça, on va investiguer au niveau électromagnétique. Enfin, je vais investiguer, excusez-moi, je généralise, mais ce n'est pas une généralité, j'ai besoin de le préciser parce que peut-être que c'est là où on doit avancer dans l'évolution de la thérapie. C'est finalement d'enseigner aux thérapeutes d'être de plus en plus intégratifs et holistiques. C'est-à-dire de prendre en compte toute la dimension de l'être humain plutôt que d'avoir un regard très spécialisé. Ou alors, c'est qu'on se positionne en tant que spécialiste. Voilà. Mais un thérapeute qui serait plutôt généraliste, il doit pouvoir avoir un regard très global pour pouvoir orienter la personne qui vient consulter sur les espaces où elle doit investiguer qui sont les sources de sa souffrance. Donc, une fois que j'ai regardé le niveau vibratoire, je regardais le niveau énergétique. Au niveau énergétique, vous savez, c'est tout ce qu'on a étudié avril, mai, juin. Je vais regarder comment ça fonctionne dans ces champs électromagnétiques, autour de ses cellules, dans son corps, autour de son corps, dans ses champs énergétiques, dans ses pensées, dans ses émotions. Et on va faire du nettoyage déjà, on va réinformer, refaire circuler tout ça. Et finalement, il va y avoir une libération énergétique. Dès qu'il y a un mieux-être vibratoire et une libération énergétique, la personne va retrouver un peu plus de libre arbitre, de capacité à penser par elle-même et à prendre conscience de où elle est. Suite à ça, on questionne comment elle est rentrée en relation avec ses proches, ses parents, ses enfants, son compagnon, son patron, enfin par rapport là où elle exprime ses symptômes relationnels, s'il y en a. Et on va, avec ce recul-là et cette libération-là, questionner sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la relation, qu'est-ce que son intelligence à elle, relationnelle, et qu'est-ce qu'elle veut, comment elle voit qu'elle dysfonctionne et comment elle veut recréer des liens plus sains avec son entourage, et on va l'accompagner là-dedans.
va se générer à ce moment-là tout un tas de libérations dans le corps physique, dans l'espace émotionnel et l'espace psychologique. Et à un moment, on reviendra à la question du sens de sa vie et donc de la spiritualité. On va bien sûr travailler sur le corps. Pourquoi? Parce que le corps détient une mémoire cellulaire, donc une espace vibratoire et ensuite énergétique. Et tout ça a une influence bioénergétique et biomécanique sur le corps. On va retrouver tout un déséquilibre au niveau des glandes endocrines, du système hormonal et ensuite au niveau nerveux, et qui va générer tout un déséquilibre de tension dans le corps qu'on va retrouver en termes plutôt d'ostéopathie, de tension au niveau des fascias, au niveau des muscles, des tendons, puis après des viscères. Et comme le corps, en fait, travaille toujours par compensation, ça tire à gauche, il relâche à droite, etc., on va retrouver des symptômes physiques qui sont souvent, dont la cause souvent est autre que physique. Donc on va investiguer, est-ce que c'est des blocages émotionnels dans le corps, est-ce que ce sont des pensées, on appelle ça les entités du mental qui tournent en boucle et qui stressent en fait le système nerveux de la personne et son système endocrinien. Et puis il y a tout le rééquilibrage aussi de la microbiologie intestinale, et puis de tout un tas de choses qu'on peut orienter nos patients vers des professionnels, naturopathes ou autres. Et on va apprendre aux patients à, pardon, à respirer. Donc avec des pratiques de respiration, on peut les encourager à faire du tai chi, du yoga, des arts martiaux, tout un tas de choses qui vont aider leur corps à repartir dans un équilibre et une intelligence plus équilibrée. À un moment, donc tout ça c'est la médecine d'avril, mai, voilà, juin. À un moment, quand la personne va mieux et si elle désire continuer à consulter, on va regarder plus profondément cet aspect spirituel, c'est-à-dire finalement pourquoi tu as vécu tout ça, pourquoi tu t'es retrouvé dans ce déséquilibre-là. Et on va rentrer là dans l'espace multidimensionnel de l'être, en fait, de l'être spirituel, qui est qu'est-ce qui sous-tendait ça dessous, qu'est-ce qui était sous-jacent. Alors, on peut retrouver des blessures transgénérationnelles et quelqu'un qui vient dans une famille, en fait, guérir et lever ça au niveau spirituel, et donc libérer une histoire familiale pour libérer les générations qui suivent. C'est un angle de vue, hein, c'est pas que ça, hein. C'est très complexe l'être humain, c'est tout en même temps. On peut retrouver un destin qui est un destin, peut-être la personne a un destin, une grande œuvre à accomplir sur Terre, politique, sociétale, artistique, thérapeutique, j'en sais rien. On écoute le sens des choses dont elle est porteuse et qu'est-ce qu'elle va en faire après et comment ça l'anime de l'intérieur. On va regarder où en est son âme et toutes ses blessures d'âme. Donc ça, c'était avril. On l'a déjà souvent assez approché, mais on va pouvoir, une fois qu'en fait, finalement, toutes ces toiles d'araignée noires qui se sont toutes tissées autour des blessures, parce qu'il y en a souvent plusieurs de blessures, sont dégagées, les blessures nettoyées et en train de cicatriser ou cicatriser, on va pouvoir s'attaquer aux questions de fond. Finalement, qu'est-ce qu'est avoir une âme, qu'est-ce que notre alliance au cosmos, notre alliance au divin, au sacré, c'est quoi être une femme, être un homme, quelle est ma relation à mon corps, et donc on va rentrer dans tous ces espaces encore de dualité de la personne, dans son âme, en lien avec le divin, en lien avec l'incarnation, être sur Terre, la dualité sur Terre, et aussi en lien avec le fait de prendre un corps et de rentrer dans la matière. Et là, on arrive sur ce qu'on appelle les blessures d'incarnation. Je vous rappelle, on avait déjà parlé en mars de ces blessures d'incarnation, et on va les retrouver en juillet. En juillet, on retrouve cette révolte à la séparation, au lien d'âme, hein. Et tout le travail qu'on a d'accepter d'être sur Terre et d'être séparé du divin dans notre perception des choses, même si c'est qu'une illusion, on le voit dans ce conte, c'est qu'une illusion, mais c'est le fait d'être incarné nous fait ressentir séparés, d'être finalement séparés du cœur de nos proches et de l'âme de nos proches et de l'amour et la façon toute dysfonctionnelle qu'on a de s'aimer,
et qui crée des souffrances, et de pouvoir l'aimer et accepter cette condition humaine, j'ai envie de te dire, d'accepter nos limites, d'accepter d'avoir un corps, d'avoir des émotions, d'avoir des pensées, d'avoir une structure de personnalité, pour pouvoir nous aimer là-dedans et pour pouvoir retrouver l'unité en nous, finalement, corps, âme, esprit. De comprendre qu'on a un esprit, c'est-à-dire une onde de fond particulière qui nous caractérise, et comment finalement fonctionne en nous cet esprit, cette âme et ce corps, pour encore investiguer s'il y a des espaces de dualité, pour pouvoir les réunir et retourner à notre unité intérieure. À ce moment-là, on est fin du travail de juillet, on basculera sur toutes les autres lunes de l'année qui seront les lunes du féminin. Donc il y a un gros travail qui s'est accompli. La personne à ce moment-là, elle a recontacté l'unité en elle et l'amour en elle et avec les autres, et avec son destin et la vie. Et il y a une forme de pacification et de paix, voilà, qui se retrouve, et d'équilibre et d'harmonie. Et c'est l'objectif de nos soins intégratifs et holistiques. C'est dans ce contexte-là que je vais vous parler de l'homosexualité. Déjà vous dire que les personnes homosexuelles ne consultent pas. Ou pas beaucoup, ou pas pour ça. Souvent, s'il y a des consultations, c'est qu'elles vivent une réactivité émotionnelle systémique liée souvent à leur famille, une réactivité familiale. Et donc la première chose qu'on va faire en thérapie, c'est de les accueillir dans cette souffrance-là et de valider le fait qu'elles souffrent de cette stigmatisation, ce rejet, et de les accompagner dans leur place systémique jusqu'à qu'elles comprennent ce qu'elles sont en train de vivre elles-mêmes, puisque nous, on n'a pas la réponse. Cependant, certaines personnes consultent par rapport à des problèmes de couple, par exemple, ou des problèmes de burn-out au travail, ou de crise parentale avec leur enfant. Et donc, on va avoir finalement accès à la dynamique de la personne, et on va pouvoir petit à petit investiguer tout cet équilibre pour arriver au questionnement central de la personne. Quelles sont les pistes d'investigation chez des personnes qui sont en souffrance, donc des personnes homosexuelles qui consultent pour une souffrance, soit due à leur homosexualité, mais c'est rare, encore une fois, elles ne consultent plus pour ça maintenant, soit due au contexte dans lequel elles sont, mais éventuellement on peut retrouver au centre le problème de l'homosexualité qui peut les amener, consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est inconscient, à une forme de stress intérieur et de dualité qu'il va falloir investiguer pour lever tout ça. On va bien sûr investiguer d'abord le phénomène des emprises. Est-ce que la personne est sous emprise? Est-ce que la personne vit de l'emprise? Est-ce que la personne vit des liens toxiques? Est-ce qu'elle vit de la manipulation? Pour rapidement remettre en sécurité la personne dans son espace psychologique. Une fois qu'on nettoie ça, on va regarder comment elle est au niveau vibratoire énergétique. C'est-à-dire, quelle est sa qualité de vie intérieure? Est-ce qu'il y a une cohérence, une cohésion, une cohérence en elle-même? Est-ce qu'il y a un niveau de stress élevé ou pas? Est-ce qu'elle est dans une autonomie de pensée, une autonomie énergétique? Et on va rapidement s'apercevoir, mais pas que chez les homosexuels, hein, chez beaucoup de personnes, c'est comme ça aujourd'hui, qui a peu d'autonomie, peu de cohésion, de cohérence et un énorme stress. Et on va réguler tout ça petit à petit, nettoyer, réparer, et on va retrouver, il faut vraiment faire un gros nettoyage, un gros travail de dégagement et de nettoyage au niveau énergétique. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir regarder où sont ces rapports de dualité en elle. Et donc, en écoutant ça, on va regarder comment fonctionne son esprit, par exemple, au niveau vibratoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'espace de l'esprit, c'est l'espace vibratoire. Je vous en avais parlé en janvier-février, et entre autres, je vous avais parlé avec le prisme du masculin et du féminin,
que la vibration était sous-tendue par deux forces, la lumière noire et la lumière blanche. La lumière noire étant la qualité féminine de la lumière vibratoire quantique, et la lumière noire féminine et la lumière blanche la qualité masculine. Donc déjà, réconcilier ces deux dualités dans l'esprit de la personne, c'est important, parce que nous avons tous une qualité d'esprit, une qualité vibratoire, masculin-féminin différente. Nous n'avons pas tous besoin d'être des androgènes, c'est-à-dire d'arriver à un équilibre masculin-féminin dans notre esprit. Nous sommes configurés d'une certaine façon pour être ce que l'on est, et on ne va pas demander à une fraise d'être un arbre. Voilà, c'est pas la même chose. Une fraise, elle a des qualités très féminines peut-être, et un arbre plus masculin, par exemple. Mais les deux, ils ont des qualités féminines et masculines. Ce qu'on voudrait, en fait, pour la personne, c'est qu'elle retrouve un espace d'équilibre en elle, c'est-à-dire de non-dualité, de non-rapport de force, de pacification et d'acceptation de ce qu'elle est. Et donc, dans l'esprit des personnes, chez certaines personnes, il y a beaucoup plus de masculin, et chez d'autres personnes, beaucoup plus de féminin, c'est-à-dire beaucoup plus de lumière noire pour les féminines et beaucoup plus de lumière blanche pour les masculins, dans leur onde de forme. Ça veut dire qu'au niveau des caractéristiques des personnes, ils vont manifester dans leur personnalité soit des principes plus masculins, soit des principes plus féminins. Et ça, c'est en dehors du sexe biologique, du corps biologique. Donc on peut retrouver des hommes avec un esprit plus féminin et des femmes avec un esprit plus masculin. Et l'essentiel étant que l'équilibre en elle, puisque en fait le masculin correspond à son féminin, et pour que la vie soit possible, il y a un équilibre qui va se passer en elle, mais j'essaye de vous expliquer que ce n'est pas un équilibre 50-50, on ne veut pas arriver à une forme d'androgénie, on va arriver à un équilibre, par exemple si elle a 80% de féminin et 20% de masculin, qu'elle a un masculin qui soit tout à fait équilibré pour structurer ces 80% de féminin. Voilà, donc c'est ça qu'on travaille avec les personnes au niveau vibratoire. Ensuite, au niveau électromagnétique, au niveau énergétique, et je pourrais dire quelque part au niveau de l'âme, l'âme étant aussi, dans l'âme, il y a l'esprit, le côté vibratoire, mais il y a la manifestation dans le côté énergétique, et l'énergie va être nourrie pas que par l'esprit, mais par l'environnement aussi, le bain énergétique dans lequel la personne est. Il va y avoir des rapports de force énergétique, on va appeler les liens karmiques, ou qu'est-ce qui se passe dans l'âme de la personne. Et l'âme de la personne, la notion de l'âme, elle est multidimensionnelle, elle est très très complexe. Il faut s'avouer qu'on n'en sait rien en fait, et qu'on est très humble face à ça, et qu'on va juste demander à la personne d'investiguer elle-même avec nos outils qui sont les nôtres pour qu'elle puisse elle-même retrouver cet équilibre en elle. Alors, bien sûr, il y aura les soins énergétiques. Et l'énergie, je vous en avais parlé en mai-juin, c'est des vases, des contenants, des moteurs, des tuyaux, de la circulation d'énergie. Et tout ça, il faut pouvoir le nettoyer, le réparer, le restructurer pour que ça fonctionne bien chez la personne. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va retrouver finalement son âme qui va se manifester à elle et dans les soins, et qui va exprimer ses souffrances, c'est-à-dire ses dysfonctionnements. Et c'est pareil, dans l'âme des personnes, on va retrouver du masculin et du féminin en opposition, bloqués, en dualité, et puis petit à petit, eh bien, on va aller à la source du problème. Alors, il peut y avoir des blessures karmiques du masculin ou du féminin, avec toute l'histoire qu'il y a eu, entre autres, dans l'humanité de persécution, de combat ou de bataille de territoire du masculin et du féminin. Donc on peut être encore dans des émotions très fortes face au masculin, au féminin, c'est-à-dire les hommes ou les femmes, au niveau karmique, au niveau de l'âme. Et tout ça, on va le pacifier, on va le nettoyer, on va le restaurer pour que la personne retrouve un espace plus pacifié face aux hommes ou aux femmes et aux blessures du passé. Et peut-être que la personne a vécu dans son enfance, mais aussi dans sa conception, dans la gestation, qu'elle a eu toute son histoire de gestation, comment c'était pour son corps, dans le corps de sa mère. On reparlera versus corps. Et le rapport de l'âme, c'est aussi le rapport à l'autre,
puisque dans la relation humaine, nous mélangeons nos âmes en fait en permanence. Nous ne mélangeons pas nos esprits, mais nous mélangeons nos âmes au niveau électromagnétique. Bien sûr que nous mélangeons aussi nos esprits d'une autre façon, mais au niveau électromagnétique, nous mélangeons nos âmes. Et donc l'âme, c'est vraiment la relation à l'autre et mon identité propre, l'identité de l'autre, et comment, dans l'espace de mon âme, en fait, je vais retrouver des bouts d'âme d'autres personnes. Alors, je peux retrouver quoi comme bout d'âme d'autres personnes? Mes parents, mes ancêtres, des anciens amoureux, et je vais retrouver aussi ce qu'on peut appeler le phénomène du walking. En tout cas, moi, je l'appelle comme ça. C'est peut-être pas le bon mot parce qu'il ne définit pas exactement ça, mais l'idée il peut y avoir dans notre corps et dans notre âme des âmes qui sont là, des présences d'âmes qui ne sont pas la nôtre et qui font comme un coup d'état et qui s'emparent de notre énergie, de notre corps et de notre cerveau et de notre pensée, de notre identité pour vivre à travers nous, par procuration. Ça s'appelle du parasitisme, ça s'appelle, on peut le voir en phénomène de walking, et elles viennent d'où ces âmes? Alors ça peut être des âmes, des vraies âmes, ça peut être des bouts d'âme, ça peut être des présences d'ailleurs, en fait, électromagnétiques d'ailleurs. Tout ça, c'est un monde très complexe dans lequel on évolue en termes de pratiques thérapeutiques, de conscience et de guérison. Il faut rester humble, mais il faut être attentif en fait à comment ça fonctionne dans l'âme de la personne. Et je ne parle pas que chez les homosexuels, mais chez beaucoup de personnes qui consultent parce qu'elles sont en souffrance, on va rencontrer là beaucoup de problématiques d'âme qu'il faut drainer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer. Il faut séparer au niveau identitaire. Qu'est-ce qu'est l'identité de la personne? Qu'est-ce qui n'est pas l'identité de la personne? C'est comme s'il y avait des nuages qui s'étaient mélangés, on ne sait plus qui est qui. Il faut donc séparer. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le souffle de l'amour, il est le séparateur. Il faut séparer pour désamalgamer et redonner à la personne son identité d'âme. Et parfois, c'est violent, parce qu'il y a vraiment des possessions à l'intérieur, dans l'âme des personnes, de présences qui ne sont pas du tout elles et qui, en fait, utilisent leur énergie pour autre chose que la vie de la personne. Et ça peut créer des grosses souffrances d'âme. Et donc, toujours se poser la question, qui parle? Quand la personne me parle, qui parle? Est-ce que c'est son âme, son esprit, ou c'est l'âme et l'esprit de quelqu'un d'autre, ou plusieurs petits bouts d'esprit et d'âme de quelqu'un d'autre? On va bien sûr retrouver, il peut avoir des petits bouts d'ancêtres, de parents, de nos parents. C'est complexe le monde de l'âme, on est vraiment dans le monde énergétique et électromagnétique. Et c'est pas rationnel, donc voilà, je pose juste mon regard de professionnel et d'expérience. Et puis, une fois qu'on nettoie tout ça, on va regarder en fait la caractéristique, l'identité de l'âme de la personne, et on va l'accompagner à s'incarner dans ce corps pour qu'elle puisse se reprendre sa place dans son identité. Évidemment, on va retrouver la caractéristique de l'esprit de la personne dans l'âme, mais l'âme, elle est beaucoup plus magnétique, elle est beaucoup plus électromagnétique et elle a pris de la densité, elle manifeste déjà dans la matière des qualités de caractère, des qualités de présence, de regard, c'est elle qui va animer le corps, donc qui va animer des émotions, animer des désirs, des envies et des actions. Et donc l'âme, elle est un petit peu le pilote de la voiture et c'est elle qui dirige un peu le voyage et donc elle va manifester petit à petit, au fur et à mesure des soins, des qualités qui lui sont propres. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle se sente dans son identité d'âme de plus en plus libre d'être elle-même et libre d'exprimer les qualités qui lui sont propres. Et c'est pareil, il y aura des âmes qui seront plus féminines et des âmes plus masculines, et ça, c'est indépendamment du sexe biologique. Donc, vous pouvez être un homme avec une âme féminine et un esprit plus féminin finalement. Et vous pouvez être une femme avec une âme et un esprit plus masculin. Et tout ça, en fait, il y a tous les dégradés de couleurs, du plus masculin au plus féminin. Et ça va faire votre qualité énergétique et votre façon de rentrer en relation avec les autres et de gérer votre vie. Parce que les qualités du féminin sont inversées aux qualités du masculin. Et par exemple, si vous avez beaucoup de féminin, vous avez tendance à beaucoup absorber, accueillir et ne pas passer à l'action, par exemple. Alors que si vous avez une qualité très très masculine, vous avez tendance à être très focus, passer à l'action et pas ressentir beaucoup de choses. Donc,
toutes les personnes sont différentes et il faut arriver à libérer l'âme petit à petit, à l'équilibrer pour que l'âme ait la liberté d'être et de manifester ses qualités qui sont les siennes et ensuite de comprendre, d'apprendre à la personne à être dans cette société-là avec ses proches parce qu'elle va croire qu'elle a des dysfonctionnements ou des problématiques là où elle n'en a pas, parce que peut-être que si c'est une âme et un esprit très féminin dans une famille très masculine, la différence fera que son père, sa mère, ses frères, ses sœurs lui ont dit qu'elle a un problème, qu'elle est trop sensible, qu'elle ne passe pas à l'action, qu'elle est trop artiste ou je ne sais pas quoi. Donc le travail, ça va être de travailler l'identité à ce moment-là et de comprendre comment la personne peut s'incarner dans la société et dans l'écosystème qui est le sien. Et à un moment, on va... Alors, tout ça, ça se fait des fois tout en même temps, un peu mélangé. Hein, c'est pas, on ne fait pas d'abord l'esprit, ensuite l'âme, ensuite le corps. C'est avec ce qu'arrive la personne, comme tout est interrelié en permanence. Là, je le sépare de manière didactique. Et quand je fais des diagnostics, des fois, je le sépare de manière didactique pour y voir plus clair et faire des diagnostics. Mais en réalité, tout est en interrelation en permanence et on ne peut pas séparer l'âme de l'esprit du corps. Donc, souvent, on traite tout un peu en même temps. Et donc, à un moment, on va se questionner sur ce corps qui a une identité propre et qui a une identité biologique, une intelligence qui est vraiment reliée à l'intelligence de la Terre. Le corps, c'est vraiment celui qui, dans la partie de nous qui manifeste l'intelligence de la planète Terre, de l'incarnation. Et le corps, il a des caractéristiques biologiques, naturelles, et donc mâle ou femelle. Et on observe que sur nos caractéristiques biologiques influencent énormément notre filtre de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment s'appuyer sur les neurosciences qui ont fait un travail énorme ces 20 dernières années, de comprendre la différence biologique d'un corps de femme et d'un corps d'homme, c'est-à-dire un corps qui a 2 X en hormones sexuelles et un corps qui a un X et un Y en hormones sexuelles. Aujourd'hui, les scientifiques, les médecins savent vous dire qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Dans leurs cellules, dans l'expression même de toutes les cellules, de toute la biologie, de tout le côté hormonal, de tout le côté neurologique, cérébral, donc le cerveau, et la réaction au monde et la façon de voir en fait le monde, de le voir, de le comprendre et d'interagir avec. Aujourd'hui, si nous voulons être honnêtes et intègres dans notre posture thérapeutique, nous sommes obligés de valider que quand une personne a un corps féminin ou un corps masculin, elle ne fonctionne pas de la même des façons et qu'il y a, moi c'est ma position, effectivement, deux genres, un genre mâle et le genre femelle, et peut-être un troisième qui serait effectivement ces personnes qui ont des anomalies génétiques et sexuelles et qui sont dans la troisième catégorie. Donc j'avais fait un audio sur célébrant nos différences dans le couple, hein, je crois, où je parlais des neurosciences. J'avais évoqué des choses finalement assez superficielles, puisque c'est des conférences, des cours et des cours et des cours, c'est très complexe. Donc j'ai dit des grandes, on va dire, banalités. Mais si on regarde, ne serait-ce qu'au niveau de comment un être humain se crée biologiquement dans le ventre de sa mère, c'est juste incroyable l'influence des gènes X ou Y qu'il va y avoir sur le développement de l'embryon, en fait. Et ce que se sont aperçus, entre autres, j'essaye de vous expliquer le côté complexe, ultra complexe, qui fait qu'on ne peut pas être binaire, c'est pas possible. Aujourd'hui, si on est binaire, on sait qu'on n'est pas intelligent. Mais aussi, c'est qu'on n'a pas la connaissance. Donc, il faut faire passer la connaissance pour que les gens puissent réfléchir dans une pensée complexe et pas radicale. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui sur l'évolution cellulaire d'un embryon dans le liquide amniotique, c'est que, par exemple, le petit garçon, quand il a un gène Y, il va sécréter de la testostérone déjà. Et il va y avoir de la testostérone dans le liquide biologique. Suivant le taux de testostérone, parce que tous les petits garçons ne sécrètent pas le même taux de testostérone, suivant le taux de testostérone,
l'embryon ne va pas se développer de la même des façons, n'aura pas les mêmes caractéristiques biologiques, cellulaires et fonctionnelles, en fait, la fonctionnalité du corps. D'autre part, si la maman a du stress, le développement embryonnaire de l'enfant, le stress peut générer du cortisol, et le cortisol, avec la testostérone, il va y avoir quelque chose qui va faire des réactions chimiques, et il peut y avoir des blocages qui se créent, et le bébé, l'embryon va se développer au niveau biologique, pas de la même des façons. Donc ce que j'essaye de vous dire, sans rentrer dans les détails, c'est que déjà le caractère du corps physique, lié avec la caractéristique mâle ou femelle XY, elle est liée à nos gènes, mais aussi à plein d'autres facteurs biologiques, hormonaux, qui fait que même un corps d'homme, deux hommes entre eux n'auront pas le même corps. Alors, il peut y avoir, là-dessus on rajoute toutes les caractéristiques génétiques de l'épigénétique et du côté acquis et inné, c'est-à-dire de l'histoire de nos ancêtres, comment l'histoire de nos ancêtres conditionne nos gènes, et donc l'expression de nos gènes, et donc l'expression de nos caractères biologiques, émotionnels, de pensée, etc., énergétiques, etc. Et donc, deux hommes n'auront pas le même corps, la même masculinité ou féminité, déjà, même s'ils ont XY, et deux femmes n'auront pas le même corps, côté masculin et féminin. Parce qu'on remarque aussi qu'il peut y avoir des bébés-filles qui baignent dans du liquide amniotique avec la testostérone. Et tout ça est très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, une femme peut avoir une caractéristique biologique beaucoup plus masculine qu'une autre femme. Ça dépend aussi du stress de la maman. Ça dépend s'il y a eu plusieurs embryons dans le ventre de la maman. Et voilà, tout ça, ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. Et ça concerne 20% de la population en moyenne. Donc, l'histoire de la gestation, on est loin dans la pensée collective de connaître ce qui se passe, de comprendre, c'est complexe, même en thérapie. On est loin de tout comprendre et on est dans un espace d'humilité et d'investigation, on écoute beaucoup. On écoute, entre autres, on avance au niveau thérapeutique avec des pratiques, des explorations thérapeutiques qui nous font comprendre des choses, et puis en parallèle, il y a l'avancée des découvertes scientifiques qui nous fait aller très loin, entre autres. Je crois que je vous avais parlé dans une audio sur la découverte du microchimérisme, c'est-à-dire que nous avons dans notre corps des systèmes d'ADN qui ne sont pas que les nôtres, qui sont celui de notre maman, de nos frères et sœurs et de notre grand-mère, entre autres. Et donc tout ça est très complexe. La façon dont notre corps va être régi, parce qu'on peut retrouver un petit garçon qui a un système génétique en lui, très fort, qui encode très fort le féminin, c'est-à-dire qu'il a des gènes de sa mère, de sa grand-mère et de sa sœur, par exemple, plus son système génétique qui lui est propre, XY, en sachant que le microchimérisme, c'est donc ces gènes qui viennent dans son corps et qui ne sont pas les siens. Il n'y en a pas beaucoup, et il y a beaucoup plus de son système génétique qui lui est propre. Mais quand on regarde l'intrication quantique au niveau vibratoire, on voit qu'il y a une réelle influence par la vibration de ces gènes, une réelle influence des caractères des personnes dont il a les gènes. Bon, j'espère que je ne vous perds pas, parce que c'est trop complexe pour que je ne peux pas aller dans tous les détails. J'en ai déjà parlé dans notre audio. C'est passionnant et c'est encore beaucoup à explorer. Simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est que deux hommes n'ont pas le même corps, n'ont pas les mêmes gènes, n'ont pas les mêmes... il faut aller explorer le microchimérisme maintenant, avec qui ils sont reliés dans leur corps, avec quel système génétique ils sont reliés. Ça peut être... donc c'est beaucoup plus féminin parce que on est dans le ventre d'une femme, et cette femme, c'est notre mère, et c'est avec elle qu'il va y avoir des échanges d'ADN, en fait. Et donc, on n'est pas dans le ventre de nos papas. Donc, on n'a pas les gènes de nos papas. On a le gène de nos papas par les gamètes, qui fait notre système génétique à nous, mais on n'a pas en plus un gène total de notre père. Par contre, on peut avoir des gènes totaux de notre mère, de notre grand-mère, et on peut avoir des gènes de nos frères et sœurs, puisque la maman peut être porteuse dans son utérus
par microchimérisme de gènes de notre fratrie dont elle a eu la gestation avant nous, et nous, on peut avoir récupéré des petits bouts de ces gènes dans notre corps. Bon, donc tout ça, c'est complexe. Le microchimérisme, on le connaît depuis une dizaine d'années, donc ce que je me base là sur des données scientifiques, hein, et comment je le comprends à mon niveau aujourd'hui. Donc tout ça, c'est en évolution. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que même notre caractère biologique est complètement conditionné par plein de facteurs et qu'on peut avoir un corps mâle qui fonctionne beaucoup plus féminin et un corps féminin qui fonctionne beaucoup plus de manière mâle. Il n'en reste pas moins que notre système génétique de base XY ou X va influencer de manière majeure nos cellules, nos hormones, notre neurobiologie, et qu'on a quand même des caractères de femmes ou d'hommes. Et ça, c'est pas possible autrement en fait. Bon. Là-dessus, il faut encore investiguer le côté de l'épigénétique. C'est-à-dire que si je suis un homme dont le papa n'est pas là et qui a été élevé par sa mère, sa grand-mère, ses tantes, je vais forcément devoir m'adapter à un monde féminin et je vais développer plus de capacités d'adaptation au féminin et de compréhension du monde du féminin qu'un homme qui aura eu des frères et qui aura passé son temps à jouer avec ses cousins, ses oncles et son père. Voilà, qui va développer des caractères plus masculins. C'est pareil pour une petite fille. Si une petite fille a eu beaucoup de frères et a joué avec ses frères, ses cousins, et a voulu être comme eux et faire le petit mec avec ses frères, elle va développer des capacités de compréhension des hommes et d'adaptation en elle et des caractères génétiques en épigénétique d'hommes, alors que si elle a été dans des bains de femmes, elle sera plutôt une petite fille très féminine dans ses caractères épigénétiques. L'épigénétique, c'est l'expression de nos gènes et c'est comment, en fait, on va développer du potentiel en nous et donc ça va s'inscrire dans nos gènes pour développer ce potentiel par rapport à ce dont on a besoin pour vivre. Bon, alors, donc, à ce niveau-là de l'audio, voilà ce qu'on peut se dire. Nous avons donc des corps qui ont des caractéristiques biologiques très fortes, mais qui sont tous différents. Et au niveau masculin-féminin, il y a bien des corps masculins et des corps féminins avec des caractéristiques qui sont aléatoires en fonction de plein d'histoires de vie et biologiques. Mais en général, il y a une influence très forte de nos gènes sexuels. Je vous renvoie à l'audio encore une fois sur Célébrons nos différences dans le couple avec le regard de la neuroscience. Je vous avais fait une audio là-dessus et je ne vais pas revenir là-dessus. Donc au niveau corporel, nous avons une identité de genre masculin-féminin et là-dedans c'est énormément de variations suivant les personnes au niveau de l'identité biologique du corps. Là-dedans, nous avons une identité d'âme qui s'exprime au niveau électromagnétique, émotionnel, énergétique, dans des polarités masculin-féminin qui sont si labiles et qui sont différentes et qui n'ont rien à voir avec le sexe du corps physique. Et ensuite, là-dedans, nous avons encore une identité d'esprit qui est aussi labile au niveau masculin-féminin et qui n'a rien à voir avec l'identité du sexe physique. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, vous pouvez comprendre que le sujet de l'homosexualité et du transgenre est complexe parce que on peut entendre dans ces flux et ces reflux de masculin-féminin, il faut savoir que le masculin et le féminin sont tout le temps attirés, magnétisés en permanence et quand il y a des sources de blocage, d'inversion électromagnétique, de clivage, donc ça ne fonctionne plus, l'énergie ne circule plus, dû à tout un tas de traumatismes qui peut être personnel, qui peut être d'âme, qui peut être transgénérationnel, qui peut être plein de trucs complexes, eh bien l'attirance électromagnétique des polarités masculin-féminin ne se fait pas pareil. Et on va le retrouver dans les attirances sexuelles, évidemment. Qu'une femme homosexuelle femme, si elle est attirée sexuellement par une femme, c'est qu'il y a des choses qui ne l'attirent pas dans le sexe de l'homme, qu'elle repousse, dont elle se protège, qui ne fonctionnent pas. Et si ça génère chez elle de la souffrance, on peut alors l'investiguer
de cette façon-là, de manière à lui rendre l'entière liberté à être et dans cet espace-là, de se découvrir et de voir qui elle est réellement. Pareil hein, pour les homosexuels hommes, évidemment. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire à ce niveau-là de l'audio? Déjà que donc c'est complexe, qu'il faut rentrer d'une façon neutre et très élargie et travailler sur tous ces plans-là pour amener la personne à se libérer de plus en plus. Et ensuite de regarder comment elle interagit dans son écosystème. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents? Donc il peut y avoir des blessures hein, personnelles qui l'ont amené à cette homosexualité. Donc tout ça, on l'aura déjà traité en amont. Et quand tout ça est traité, quelle est sa place dans sa famille aujourd'hui, de manière guérie? Quelle est sa place dans la société? Et finalement, est-ce que son âme, son esprit, son corps l'appellent à avoir un enfant et avec qui et comment? Voilà. Et on va se poser la question, est-ce qu'on peut faire porter à nos enfants volontairement le fardeau de nos blessures? Quand on a des enfants de manière naturelle, de l'ancien temps, il y avait cette attraction électromagnétique entre un homme et une femme, ils se mariaient, ils avaient des enfants, eh bien, on pouvait dire, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est la nature, et l'enfant, mais il faut qu'il fasse avec les parents qu'il a. Maintenant qu'on est dans une société qui contrôle les naissances, eh ben, la question, elle se pose autrement. C'est est-ce que j'ai envie de faire porter le poids de mes blessures à mes enfants? Ces enfants un peu objet de désir. Ça devient très compliqué parce que comme on a mis la nature de côté, tout devient contrôlé, contrôlant, et donc des questions à se poser, etc. Et donc on va faire du mieux. Il y aura une audio sur le burn-out parental. La société crée du burn-out parental aujourd'hui, c'est dramatique, c'est-à-dire on est tellement déviant dans notre façon d'être en couple, les parents et familial, que on fait des enfants, puis à un moment, on n'en peut plus de les avoir, même si on les aime, quoi. Donc, parce qu'en fait, les enfants, l'âme des enfants réagissent à l'âme des parents, au côté désirant, ou au côté perfectionniste, au côté des injonctions d'amour que les parents ont sur eux. Et comme il n'y a plus de côté naturel, ça circule mal et ça se contracte et ça s'entrechoque. Quand je suis homosexuelle ou homosexuelle et que la nature de mon corps biologique ne me permet pas d'avoir des enfants, qu'est-ce qui se passe si je vais, parce que je désire avoir un enfant, générer par ma volonté propre une certaine façon de mettre en gestation les choses, et ensuite, comment je vais rentrer en interrelation avec mon enfant en tant que parent homosexuel, et comment je vais lui faire ou pas porter le poids de mes propres souffrances que je ne suis pas allée investiguer. Pourquoi? Mais parce que toujours on est coincé dans un symptôme sociétal. La société me dit que j'ai pas de problème aujourd'hui. Avant, elle me disait que j'avais un problème, maintenant elle me dit que j'en ai pas. C'est très dualiste. C'est pas simple en fait tout ça. C'est juste que t'en es où au niveau de ta souffrance, et il faut aller investiguer tous les plans et aller tout rééquilibrer, et à la fin on peut dire ce qui était. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est piégé dans un symptôme sociétal et on ne peut pas investiguer avec les personnes homosexuelles leur équilibre intérieur sur tous les plans parce qu'elles n'iront pas consulter, parce qu'elles n'ont pas de problème. On va retrouver des personnes sous antidépresseurs, des personnes fragiles. Dans ce contexte-là, des enfants qui sont élevés dans ce contexte-là, avec des revendications fortes sociétales, des identités fortes. Bon. Donc tout ça, c'est un bain, un mouvement, un bain de culture, un bouillon de culture. Et donc on va retrouver toute une énergie systémique très complexe et très souffrante. Et c'est dans ce contexte-là qu'on invite nos enfants à venir. Un contexte sociétal et un contexte familial et un contexte de déséquilibre et de blessures non investiguées. Bon. Ça, c'est toujours le questionnement familial, moi, qui me pose vraiment question. Si je ne veux pas aller investiguer en moi comment je fonctionne et prendre conscience de comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe et qui je suis vraiment, c'est OK. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire porter chapeau à mes enfants? Il faut savoir que la nature a prévu que quand il y a trop de dysfonctionnalité, il n'y a plus d'enfants. C'est comme ça.
moi c'est le regard que j'ai au niveau génétique, hein. C'est quand une famille, et au niveau transgénérationnel, quand une famille est trop dysfonctionnelle, on observe à la fin un arrêt du lignage, c'est-à-dire que les gens n'ont plus d'enfants et à la fin la famille meurt. C'est comme ça que la nature a prévu les choses, c'est quand il y a une transmission trop dysfonctionnelle dans les familles, à un moment la famille elle meurt. Voilà. Nous, si on force le passage, qu'est-ce qui se passe derrière pour nos enfants et les générations qui suivent? C'est une vraie question pour l'humanité que je pose là. Maintenant, je vais finir cet audio par vous parler de la différence qu'on peut retrouver au niveau énergétique et sexuel chez les homosexuels femmes et hommes. Donc, la première chose qui va se passer, en tout cas dans mes consultations, c'est que je vais rapidement, tout de suite, en principe, aller voir la qualité énergétique et vibratoire de la personne. Qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je rentre dans son corps, est-ce que j'y suis bien, quoi? Est-ce qu'il y a un bon cocon d'amour? Est-ce que ça circule bien? Est-ce que c'est détendu? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'amour qui circule? Est-ce qu'il fait bon y vivre dedans, y respirer? Ou est-ce que c'est tout contracté, on est en apnée, ça tire, il y a des sensations métalliques, ça hurle, souffrance dedans, etc. C'est ça la qualité, hein. Vous vous souvenez, j'ai fait une audio sur la bonne odeur de l'amour. C'est un peu ça, hein, la qualité énergétique des personnes. Et les flux et les reflux, quoi. Est-ce qu'on est dans un bain liquide, les fluides du corps, est-ce qu'ils sont imprégnés de bonne qualité énergétique, et donc il fait bon s'y baigner dedans, ou est-ce que c'est une eau tout à fait pourrie, horrible, voire le corps est complètement contracté, l'âme aussi, voire l'âme n'est plus là. Et l'esprit tout cassé. Donc, comment est la qualité vibratoire énergétique de la personne? C'est la première chose qu'on va nettoyer. Eh bien, là, on est dans un autre monde, hein, le monde de l'énergie. On va rencontrer des possessions, des entités. Et on va tout nettoyer. Des fois, c'est très long, c'est dur, et ça peut être aussi dû à l'hygiène de vie de la personne. C'est-à-dire sa qualité énergétique, elle est due à son hygiène de vie. C'est-à-dire les pensées, les groupes qu'elle côtoie, les égrégores, on appelle ça les égrégores, ça peut être des égrégores spirituels, religieux, spirituels, communautaires. Tous les groupes qu'elle côtoie, c'est le bain dans lequel baigne son corps et son âme et son esprit, et on va le retrouver dans la qualité à l'intérieur d'elle. Donc il y a une différence déjà pour les personnes homosexuelles qui baignent dans l'égrégore LGBT, et celles qui, non, vivent leur vie tranquille, à leur façon, de manière libre. Je voudrais vous dire simplement que l'égrégore LGBT, c'est un égrégore très infecté de parasites énergétiques. Je vous en avais parlé, des parasites énergétiques, je crois, au mois de mai et juin. C'est un égrégore énergétiquement très malsain, parce qu'il est sous emprise. C'est un égrégore sous emprise de parasites divers et variés qui ne veulent pas le bien des personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a du mensonge, c'est-à-dire que c'est un égrégore qui est manipulé, où il y a du mensonge, c'est-à-dire on part sur une bonne base, la tolérance, la revendication de la liberté sexuelle, la liberté des droits, et tout ça va être récupéré, manipulé au service d'entités, et on retrouve des personnes piégées énergétiquement et bouffées. Donc déjà, c'est la première chose, c'est arriver à sortir de ces bains énergétiques qui ne sont pas favorables à la vie, à l'amour et à la conscience, pour pouvoir prendre un recul et prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. La deuxième chose qu'on va peut-être retrouver au niveau énergétique, c'est les entités sexuelles. Et là, je voudrais vous nommer quelque chose quand même qui est très fort. Il y a une différence au niveau énergétique entre les homosexuels hommes et les homosexuelles femmes, parce que les homosexuelles femmes, souvent, elles n'aiment pas la pénétration, et donc elles vont avoir une sexualité sans pénétration, ou s'il y a de la pénétration, c'est de la pénétration avec des objets, ou le doigt de sa partenaire, mais il n'y a pas l'énergie sexuelle d'un sexe d'homme qui rentre en elle et qui lui a donné de l'énergie. Donc la sexualité est très différente, et on va retrouver finalement chez les personnes homosexuelles femmes une énergie sexuelle beaucoup plus saine que celle des homosexuels hommes. Parce qu'elles ne sont pas pénétrées et qu'elles, suivant comment elles nourrissent leur énergie sexuelle
et leur corps énergétique, c'est plus ou moins pauvre, plus ou moins à plat, à réanimer, plus ou moins stagnant, voilà, donc à investiguer, ça c'est tout le côté de la sexualité. Mais chez les homosexuels hommes, ceux qui pratiquent une sexualité, j'allais dire collective, c'est souvent le cas chez les homosexuels hommes, l'homme, sa caractéristique sexuelle, c'est qu'il a besoin de pénétrer, d'exprimer sa puissance énergétique, sa puissance sexuelle. Et donc, dans les fantasmes sexuels des homosexuels, il y a le côté d'être pénétré, de pénétrer, qui est très fort. Et souvent, ils ont besoin d'une homosexualité un peu collective, comme ça, où ils cherchent des partenaires hommes, ils font de l'échangisme, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Mais on va retrouver dans leur corps physique des entités sexuelles, des parasites sexuels qui se transmettent en eux, et souvent les homosexuels hommes sont piégés dans tout un égrégore LGBT plus entités sexuelles qui ne sont plus du tout eux-mêmes, qu'on n'entend plus leur âme et qui sont piégés. C'est le piège de notre société. Voilà. C'est le bain, c'est la matrice dans laquelle on est actuellement, qui nous piège en permanence et qui piège aussi les homosexuels là-dedans. Donc il faut nettoyer tout ça. Il faut ramener, re-questionner qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que la fidélité ou pas, et re-questionner dans le couple homosexuel qu'est-ce que c'est que d'être un couple ou pas, toujours la même chose. Et pourquoi? Et dans ce contexte-là, essayer de comprendre le rapport avec leur enfant, comment va l'enfant, etc. C'est complexe, tout ça c'est très complexe. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet audio. J'avais envie de poser mon regard professionnel et de vous amener dans le contexte très complexe et de vous amener dans la pensée complexe. Et peut-être de vous faire sentir que tout ça n'est pas simple et qu'il faut avoir cette capacité du féminin très très large d'accueillir sans avoir trop de masculin qui juge, qui met dans des cases, qui fractionne, qui stigmatise, mais essayer d'élargir le plus possible et ensuite de revenir avec le masculin, de diagnostiquer, d'essayer de comprendre, de mettre une structure en place, une forme d'histoire thérapeutique, mais l'objectif étant toujours de réaccueillir, d'élargir et de remettre du masculin pour pouvoir accompagner ces personnes petit à petit à elles-mêmes s'équilibrer dans leur masculin, leur féminin, sur tout leur plan et avec leur écosystème, et de mieux les aider à reprendre vraiment leur identité source, corps, âme, esprit, dans cette société-là, dans leur écosystème. Et c'est tout un travail énormissime de plusieurs années, identitaire, qui est à faire. Et c'est pas juste je suis homosexuel un jour, puis ok, ça c'est les flux et les reflux de la société et dans lequel on vous met dans des cases, on stigmatise. Mais la seule chose que moi je pourrais dire, moi c'est ma base, hein, c'est mon regard à moi. Je suis un homme, une femme, c'est mon corps qui le définit. Et après, là-dedans, c'est très complexe la façon dont je vais vivre. Et tout ça, c'est à travailler. Donc le travail de l'identité est un travail très complexe en thérapie et qui est très important et à mon sens qui est la base finalement de notre bien-être. Donc le problème des LGBT, donc de l'homosexualité et de l'identité du genre nous pose ce problème identitaire dans la société mais aussi au niveau thérapeutique, et si nous ne sommes pas capables de le prendre à bras le corps, de le regarder en face et de l'investiguer, c'est que nous ne faisons pas notre travail, nous ne sommes pas des aidants, des accompagnants, des professionnels, nous ne prenons pas notre place dans la société. Et nous sommes embarqués dans une pensée d'idéologie sociétale, une pensée unique dans laquelle nous laissons manipuler. Et moi, je questionne, on en est où aujourd'hui ensemble dans tout ça? Voilà. Il va y avoir une troisième audio sur la question de l'identité du genre. Je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit sur cet audio-là, qui concerne aussi toutes les personnes de transgenre, évidemment. Mais on ira un peu plus zoomé sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau du questionnement du genre. Voilà. Alors, à bientôt pour cette troisième audio. Merci pour votre écoute. Merci.